François, bon, les carnets c'est tous les jours. Cette nuit j'ai fait un drôle de rêve. C'est un rêve, donc à ma souvenance, j'ai pas de modèle préalable. Il s'agissait directement de suicide. Tu comprends que ça met mal à l'aise et c'était construire le suicide. Autant sont des ombres. Tu te souviens toujours de cette réflexion de Walter Benjamin. Et si le suicide non plus n'en valait pas la peine, il y a suffisamment d'antidotes puissants. Tu vois. Les petits-enfants, tu leur dois ça. Mais pas entrer là dans ça, c'est une zone privée. C'est juste que, en tant que figure du rêve, ça ne m'était jamais advenu. C'est-à-dire, c'était un lieu de grande hauteur. Comme tu vois ces vidéos avec des fois des types qui sautent à l'élastique ou qui se jettent dans le vide et puis hop, ils écartent les bras et t'as une espèce d'aile et ils s'en vont comme ça. J'ai un homonyme, François, bon, qui est très fort d'ailleurs en free ride, comme ça. On n'entend plus trop parler de lui, je sais pas, mais bon, c'est pas le propos. C'est donc c'est que tout en haut de cette eau lointaine. On était deux, mais les deux c'était moi double. Donc c'était un moi qui allait sauter, l'autre je pense restait. Donc c'était perdre une partie de moi. C'était ça qui était troublant dans le rêve. Mais ces figures du double, par contre, ou de se voir dans le rêve, c'est des choses non seulement sont habituelles, mais sur lesquelles je pense qu'il est important de travailler. Et là, ce qui était fascinant dans ce rêve, c'est que sauter, tomber, eh bien, c'était pas quelque chose de physiquement dur ou agressif comme d'autres suicides mode d'emploi. Et c'est pas ce qui manque. On en connaît plein. Il y en a des très simples. Et puis si c'est sur du ciment ou du béton, comme tu as des amis pour qui ça s'est fait arriver, il y a quelque chose d'une douleur. Non, il y avait ce sentiment que, évidemment, c'était moi et moi, puisque un seul sautait. C'était effectivement suicide. Le mot était présent, mais que, comme c'était de l'eau au fond, si loin qu'elle soit, il y avait toujours une chance, comme dans les films. Donc c'est juste que cette figure-là, dans le rêve, n'était pas quelque chose de fréquent. Ça m'a rappelé quelque chose qui, là, pour moi, est très ancien. Ça remonte à cette période. J'ai quitté l'usine, c'était en 1980, j'avais 27 ans. Bon, de toute façon, je t'ai dit, allez, t'avais, avec tous ces chantiers en déplacement, à l'époque, tu te pointais dans n'importe quelle boîte d'intérim, tu retrouvais un boulot dans l'heure. C'était une logique là, qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui. J'avais lâché ce boulot un peu sur un coup de tête, mais je m'étais dit, pendant un an, tu t'offres des cours de violoncelle. Tu vas à la fac parce que Adorno, Benjamin, etc., tu savais qu'il fallait que tu fasses le point Hegel. Et ça, j'avais jamais eu de temps dédié là pour cultiver ça. Tu me diras, c'est pas aller très loin. C'est pas grave. De toute façon, ce qui s'est passé, c'est l'hiver suivant. Tu voyais le pécule qui diminuait, ça c'était pas grave. Et puis tout d'un coup revenaient ces images de blessures, de peurs, les trucs que tu n'osais plus toucher dans l'usine, et ces images. Et ça, c'est venu là, en une nuit, pof, 5-6 pages. La nuit suivante, pof, 10, 20, 30. Et puis là, c'est bon, je savais que j'avais un livre, mais ce n'était pas le livre que j'avais prévu d'écrire. Ça s'appelle Sortie d'usine. Il y a un texte là, dès le départ, qui s'appelle Le cri doux, le cri, etc., etc. Peu importe. Mais ça, c'est venu parce que à ce moment-là, j'avais lu. Je lisais, évidemment, je lisais. Et on fait rien sans lire la correspondance de Flaubert, tiens, ou Kafka. J'avais arrêté en classe de première de lire. À ce moment-là, j'avais déjà Balzac, Dostoïevski, Dickens, etc. Et Kafka était venu, hop là, cessation. Quasiment 7 ans après, bon, je reprends Kafka. Peut-être même la même page, j'en sais rien, c'était pas le même livre, il y a eu Edgar Poe aussi. Enfin, je rentre pas là, mais dans cette découverte-là, et je crois que c'était cet été 78, pour cette même usine, j'étais à Moscou. Et là, ça compte aussi dans ces choses-là. Dans l'impasse. Quoi faire dans l'impasse? Parenthèse,
sinon avancer. Et ça, pour moi, dans cet été, là, ces 3 mois à Moscou, de l'été 78, toutes les semaines, on allait à l'Institut français où il y avait une bibliothèque et je m'étais mis à lire, justement aussi parce que, bon, t'étais à Moscou, tous ces livres russes contemporains comme Aksionov ou d'autres. Moi, je m'étais arrêté à Dostoïevski, je connaissais le 19e et puis c'est tout. Gorky, les bas-fonds de Gorky. À la fin des bas-fonds de Gorky, il y a ce type qui est poursuivi, qui s'en va dans une impasse et au dernier moment, fin du livre, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête. Oh. Et ça, je crois que tout ce que j'ai fait littérairement s'inscrit dans cette figure. C'est ma figure de l'échappée. Et je crois que depuis là, 2 ans, dans cette espèce d'effondrement qui se profile. Alors on sait le nommer. Je me souviens des premières conversations avec Bernard Stiegler, ça remonte à 2003, on n'a pas eu un rapport facile avec Stiegler, mais il aimait bien qu'on vienne à lui un petit peu, pas en Valais, mais bon, il y avait, moi c'est pas mon genre, mais ces questions de l'anthropocène, là, même dans ces rencontres, lui non plus, il pouvait pas piger, il n'avait pas accès à ce que, là où moi j'étais, la phrase. Ça, on en discutait, je pense que c'est ce qui nous rapprochait. Je ne suis pas un maître de la phrase, mais j'habite dans la phrase. J'habite dans ma volonté ou mon espoir ou mon échec ou mon rêve de la phrase. Et c'est pour ça que les rêves comme celui que je viens de dire, ils sont tellement importants du point de vue de la phrase. La phrase est mon pays. Et si tu vas au bout de ce pays, pourquoi j'aime tant Baudelaire? Pourquoi je travaille tout le temps dans Rabelais? Parce que là, au bout, il y a quelque chose qui tremble et tu as le monde. Là, avant-hier, alors c'est un gars que j'estime, donc j'estime les livres. Apparemment, bon, il enseigne aussi à Normal Sup rue d'Ulm. Bon, j'ai rien contre, j'ai fait des ateliers d'écriture, c'est une super belle période et des belles personnes. Et il me propose d'intervenir dans un séminaire qui s'appelle L'engagement, la littérature et le réel. Et là, moi, je dis, attends, non, moi, pas question. Quand je vois le mot engagement, je dis, ça, c'est déjà mort, c'est mort d'avance. Puis la littérature et le réel, qu'est-ce qui, littérairement, n'est pas le réel? Même le mot, là, ce sentiment concret, palpable du mot, en ce qu'il appelle et convoque et reste à distance de ce qu'il nomme. C'est ça le réel. Et comment, pour entrer dans cette distance de ce qu'il nomme, toi, là, tu vas au-devant et tu te mets en avant de ta langue pour ramener là, cette toute petite part là, de tremble, cette part de tremble du monde. Alors on commence à discuter, parce que vraiment le gars de l'estime, et je lui dis, mais moi, hors de question de venir, ça m'a jamais intéressé, ces casseroles. T'écris sur l'usine? Bah ouais, pour ces gens-là, si t'écris sur l'usine, c'est de la littérature sociale. Bah non, moi, c'est simplement, t'avais la cuisine, là, chez les grands-parents, t'avais une porte jaune, t'ouvrais la porte, et hop, tu tombais sur le pont élévateur, et puis le vieux Raoul, qui était en bleu, là, sur son tour, et qui refaisait des trucs de boîte de vitesse ou de joint de culasse. C'est tout, c'est Proust moi, qui m'intéresse. Simplement, Proust, il avait Combray, moi j'avais Saint-Michel-en-Lerme et le garage, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Il y a eu des où, parce que quand j'ai été viré là, de cette école d'ingénieur, là, j'ai pris, je savais plus quoi faire. J'avais un boulot d'intérim, mais t'as même pas de diplôme. Et tu rentres en intérim, c'était un truc de dessin industriel, une usine de télé, Thomson, à Angers, ça n'existe plus. Mais, cette fois où on est entré avec Charles Torgman dans Déou, je me dis, merde, ça, c'est ce trou-là de la fac et du boulot d'intérim et de cette usine Thomson qui était là. Et toi, t'es dedans et t'as les mains vides, tu sais pas quoi faire. Est-ce que je m'égare? Non. L'impasse. L'impasse, et quoi faire d'autre qu'avancer? Donc, le dialogue, alors je lui dis, mais moi, là, le fantastique, ça m'intéresse plus, et je préfère parler de Kafka et Lovecraft ou Proust ou Baudelaire, et je ne veux pas parler ni engagement, ni littérature du réel, pour moi. Et il me dit... Puis je lui dis, sinon, pour moi, là, ça fait des années, c'est cette mutation numérique de l'écrit qui compte, et cette publication, ce rapport de corps-voix dans la publication, là, y compris dans ces carnets. Il me dit, bon, venez, et puis parlez-nous de ce qui...
Et je passe la nuit là-dessus, parce que bon, toujours chouette ces dialogues. Et puis le lendemain matin, bon, je lui envoie un mail, je lui dis non, si c'est un séminaire engagement littérature du réel, même si je parle d'autre chose, je serai toujours embringué dans la même casserole. Donc c'est pas possible. Retour. Et ce sentiment-là, tu vois, c'est que ils font quoi ces gens-là? Et t'as le monde là qui bascule, qui est où on est dans ces angoisses, on a tous ces trucs de mort et où on trouve la force, la résistance. Où est la résistance? Le petit passage secret. Alors ça, c'est parce qu'on serait de la littérature du réel qu'on... Non, on le partage tous, mais il y a des moments où les écluses sont telles que les mains restent vides. Et l'effondrement qu'on dit anthropocène, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change dans... qu'est-ce qu'on peut changer pour que, éventuellement, il y ait un petit bout d'inflexion? Alors, c'est Kant. On est pessimiste, optimiste, pessimiste dans la théorie pour garder un reste de comportement qui fonctionne quand même sur l'optimisme. On fait comme si, et on se dit qu'à force de faire comme si, il y aurait quand même peut-être au bout cette inflexion. Et oui, mais tu regardes et tu t'aperçois que... Et non. Et vient là, dans cette espèce d'équilibre précaire, toutes ces menaces, ces guerres. Et pourquoi l'Ukraine? Est-ce que c'est parce que le monde occidental est là des... Non, c'est parce que dans ce qui nous paraissait un équilibre acquis, tout d'un coup, le plus vieux, le plus... revient là, comme ça, ce voyage à Tel Aviv, moi, il y a 5 ans, évidemment, tu réfléchis à tous les composants. Tu n'élimines aucun composant. Je dis voyage à Tel Aviv, justement parce que c'était pas un voyage, ni en Cisjordanie, juste traversé. On est allé à Césarée, mais on n'est pas allé à Ramallah, etc. Mais tu vois, dans la tête, tout l'impossible, tout l'incompréhensible est là. Et puis tout d'un coup, vroom, ça balaye massacre. La question du massacre, on sait la traiter. En théorie, un grand livre que j'ai lu il y a moins d'1 an, c'est Jérémie Foa, Tous ceux qui tombent. Lui reprend la Saint-Barthélemy. Alors quand tu reprends la Saint-Barthélemy, ce que tu retrouves, c'est Agrippa d'Aubigné. Qu'est-ce qu'il raconte dans les tragiques Agrippa d'Aubigné? Il raconte les massacres là, à Tours, et la bagarre pour les ponts, et puis que tu peux avoir 40 000 morts, rien qu'entre Tours, Niort et Poitiers. Et on sait que ça, là, ce démon noir, on n'a pas réglé. Mais là, quand ça prend une figure globale, quand ça prend une figure d'urgence, quand ça te rejoint, la même où toi, c'est les visages que tu connais, la même où c'est les noms que tu sais prononcer, la même où, par exemple, aussi sur les réseaux, ils crachent tous là-dessus, n'empêche que, pour nous, c'est ce moyen d'être ensemble, citoyens du monde. J'aimais bien cette expression autrefois. Qui pourrait aujourd'hui encore l'employer? Citoyen du monde. Alors évidemment, ça fait partie de mon travail. Et là, est-ce qu'on y est plus dans l'impasse? Un peu moins. Là, je vais à Valenciennes avec Casper en Toplitz. On va lire, ça s'appelle 135 façons de sauver la Terre. Et c'est un projet, moi, qui avait commencé juste avant le Covid. Et est-ce que c'est la même chose aujourd'hui, à 3 ans d'écart, 56? Comment ça pourrait marcher tout ça? 40, histoire de la corde verte et pourquoi. 32, ne plus rien vendre. 33, juste laver, tout laver. 25, lent, très lent. 26, sans parler si on peut. Et la règle de ce bouquin, puisque j'ai voulu l'imprimer, c'est ça là aussi l'avantage de Print on Demand, c'est que tu changes le contenu, peut-être la semaine prochaine, non, parce que j'aurai encore 5 invendus, mais que je referai un tirage en ajoutant, en fait c'est des propositions d'impro. Et ces propositions d'impro: 16, la Terre, musée d'elle-même. 17, machine à refaire les gens en bien.
Alors 16, c'est une ligne, et puis là j'ai une trace d'une impro qui était 2020-06-26. Machine à refaire les gens en bien, c'est une ligne et demie, mais j'ai pas transcrit, peut-être que je l'ai pas fait sur scène. Donc c'est des pitchs d'impro, et sur scène, je me lance là, et une fois ensuite qu'on décrypte et que je recopie, 2 lignes et demie, et puis il y a là, voilà, ici il y avait 3 pages, 2020, 07, 06, ce que tu as improvisé, en faire trace, et donc un livre qui est susceptible de s'augmenter tout le temps, mais quand je rentre pour la perf, c'est pas de lire, c'est la contrainte de se jeter en avant et d'improviser. J'avais pas compris peut-être est-ce que ce rêve de cette nuit est venu justement parce que après-demain j'ai cette perf. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te contraint à te jeter? Et quand tu te jettes dans l'impro, est-ce que je suis seul ou est-ce que je me dissocie? Et de quoi je me dissocie? Et est-ce que dans ce jeter-là, dans ce qui est immensément dessous et qui est globalement figure, la même figure de mort que dans Gorky ou dans l'impasse, hop, sans ralentir, tout au bout, il baisse la tête, est-ce que la littérature m'aide à trouver quelque chose? Et à ce moment-là, on est dedans. Alors, j'avais déjà fait ça plutôt avec Pifarelli, ça remonte même à 10 ans, les premiers textes viennent de Québec, j'ai rassemblé ça sous le titre Peur, mais là c'était des impros écrites d'abord, et ensuite sur scène, là, et on l'a fait plein de fois, et c'est des textes qui me sont aujourd'hui bien plus actuels que ce qui fait que je peux être invité à Normal Sup pour parler de la littérature et du réel dans les cas de l'engagement, sans rien en vouloir aux personnes qui organisaient ce séminaire. De toute façon, bon, ils sont payés, hein, faut bien qu'ils fassent quelque chose, mais là encore, est-ce qu'on n'est pas dans l'impasse? Là, c'est 2 livres, là, Peur et 135 façons de sauver la Terre. Pour moi, il y a un plaisir à composer, un plaisir à mettre en page. Du point de vue de la qualité des couvertures, du papier, c'est dingue. En 3-4 ans, celui-ci, je l'avais déjà fait il y a 3-4 ans, je l'ai refait. La qualité à laquelle on peut prétendre, c'est la qualité pro. Même il y a pas mal de bouquins d'éditeurs commerciaux qui ils en font pas autant. Je laisse tomber. Mais est-ce que ça nous sauve? Ben non, parce que est-ce que tu crois que ça se vend? Si, sur mon site, il y a un Patreon, et ça, ouf, heureusement, là encore, est-ce que dans l'échange littérature, quel est le statut du livre? Est-ce qu'il n'y a pas un autre statut à trouver? Et ça, pour moi, c'est ces échanges Patreon, avec la lettre d'info, avec les Zooms, avec écrire ensemble, y compris en direct. Et finalement, j'en suis que là. Tu vois dans l'impasse. Tu te dis, j'ai ces livres, eh ben, là, après ma perf de Valenciennes, il faudra que je refasse une version, parce que ça va remodifier, puis les impros. Donc ces 5 exemplaires, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu les donnes, tu les distribues, et le statut du livre, finalement, il change encore, parce que c'est plus... la question du livre marchandise, c'est évident par l'intérieur, il n'y a plus aucun de nous qui est capable de prouesse dans le domaine. On ne peut rien face à l'industrie culturelle. Eh ben, d'un coup, là encore, ça rechange. Alors, tout ça, là, pour moi, c'est cette question-là, de ce rêve, qu'est-ce qui fait que le rêve arrive à produire cette figure-là? En quoi ce sentiment d'impasse, cette masse, je ne sais pas comment on définit théoriquement l'angoisse. Est-ce que l'angoisse, c'est matérialiser la forme subjective que prend au dehors ou que t'impose du dehors la menace ou l'impossibilité de changer le cours du monde? Pas changer globalement le cours du monde, mais par micro-endroits, le renouer autrement. Et tu t'aperçois que partout où il y aurait à renouer, ça recasse, ça se déchire. Et dans ce monde déchiré,
comment tu peux répondre? Sinon par tes propres déchirures, en écrivant tes propres déchirures, ou là, sans savoir du tout où tu vas, dire « j'appuie sur le bouton record et je parle, qu'est-ce que l'impasse ?» Ou bien « quoi faire dans l'impasse ?» avec la parenthèse qui s'écrit dans ta tête « que continuer encore ?» qui fait que je vais le prendre, le train, quand même, pour Valenciennes. Et puis il y a ce rêve, et savoir que tu vas vivre la journée avec ce rêve. Et que tout ce désarroi, c'est peut-être ça aussi qui est nouveau, tout ce désarroi du monde déchiré. Est-ce que toi, tu en es protégé? Et ça vient jusque, non seulement ta table et ce qui t'entoure, mais ce que tu nommes angoisse est ce que tu intègres de la part subjective de ce qui t'entoure. Et donc, il n'y a plus rien entre toi et le monde déchiré. Ça te va si tu m'écoutes là sur littérature du réel? Tu vois, on en est là. T'aurais dû l'appeler l'impasse, ton séminaire. Alors peut-être que littérairement, on aurait pu être ensemble. Fin.